Le vivant a-t-il un sens? Qu'est-ce que le vivant pour un biologiste? Depuis que l'homme est doué du langage, peut-être certains diront depuis que l'homme est homme, l'homme parle, il questionne, il s'interroge, il décrit, il nomme, il veut comprendre et il veut expliquer. Peut-être que là, je peux faire tout de suite un parallélisme avec la science. La science, et c'est là où nous allons pouvoir nous rejoindre avec trois disciplines différentes, ne veut pas expliquer. La science veut comprendre. Et quand la science a compris, alors c'est le rôle du scientifique de pouvoir expliquer. Ça nous replace tout de suite à une échelle qui est peut-être un peu plus modeste et qui nous remet dans les enjeux qui sont les nôtres, avancer dans des terrains inconnus, faire reculer la limite de cet inconnu et ensuite pouvoir le partager. Alors, ce que nous voulons comprendre ici, ce que nous voulons peut-être pouvoir expliquer, c'est le monde du vivant. Et ce monde, je peux le définir de plusieurs façons. L'homme nomme ce qui est vivant par opposition à ce qui est mort. Mais l'homme nomme aussi ce qui est vivant par opposition à ce qui est inerte. Et en définitive, au départ, il est beaucoup plus facile de reconnaître le vivant que de le définir. Vous voyez ici quelques exemples que vous reconnaîtrez aisément. Champignons, animaux, méduses ici, étudiants, humains, quelques plantes, du matériel vivant. Nous le reconnaissons tous en tant que tel, par notre expérience propre. J'aurais pu vous montrer quelques images de vivants qui n'est pas forcément aisé de classer d'emblée dans cette catégorie. À côté, un monde qui l'est moins, monde minéral. Donc ici, reconnaître le vivant de l'inerte est simple parce que ça fait appel à notre expérience. Mais reconnaître quelque chose, c'est redécouvrir ce que l'on connaît déjà. Donc, ce n'est nullement un cheminement de science qui se veut de reculer la frontière de ce que nous ne connaissons pas. Pouvons-nous aller plus loin? Au-delà de cette reconnaissance, pouvons-nous passer à une définition du vivant? Pouvons-nous essayer de donner quelques critères qui nous permettront de dire, en science, ceci est vivant et ceci ne l'est pas? Reconnaître le vivant, cela bien évidemment ne suffira pas à le définir, sinon mon exposé serait très court. Donc, ce que nous allons regarder ensemble, c'est de nous mettre dans la posture simplement du scientifique. Et le scientifique, face au nouveau, face à l'inconnu, d'abord se l'approprie d'une façon très simple. Il l'observe. Alors, voici un exemple d'un organisme vivant, une agave, et vous voyez sur cette agave plusieurs choses, plusieurs stades de vie. C'est de l'observation. Avant d'obtenir cette agave, nous avons d'abord eu ça, une graine qui germe, et ensuite une plantule qui va assurer sa croissance. Ici, c'est un stade de développement. L'organisme vivant se développe. Je n'invente rien, je ne définis rien, j'observe, je constate. Cet organisme qui se développe va ensuite, et c'est une particularité assez spectaculaire chez cette espèce, se maintenir. C'est-à-dire, cette plante va continuer sa croissance, mais pendant des années, des décennies, vous allez la trouver sous cet aspect. Et cette phase de maintien va s'achever chez cette espèce par cette phase qui est à droite, une phase de reproduction. Vous voyez ici la floraison de la plante qui va conduire bien évidemment à des productions de graines puis à une germination. Et immédiatement après, particularité de cette espèce, vous avez une mort de l'organisme. Ici, nous avons trois étapes absolument clés de ce que nous constatons en observant un organisme vivant. Il se développe, il se maintient, et il se maintient suffisamment longtemps pour pouvoir se reproduire
pour boucler ce cycle que je viens d'énoncer. Ceci peut se voir aisément, bien évidemment, avec d'autres exemples. Donc, pas de graines ici, mais un œuf, pas de plantule, mais un embryon, puis un individu adulte qui se maintient et qui va se reproduire. Ici, simplement, c'est aussi le cas de l'espèce humaine, la reproduction n'est pas synonyme de mort immédiate, et donc le cycle peut se boucler et avec le même individu se reboucler plusieurs fois. Mais nous revenons néanmoins aux mêmes étapes. Un développement, un maintien en l'état, ce qu'on appelle en physiologie une homéostasie, puis une reproduction. Ces différentes étapes pourraient conduire à des aberrations. Par exemple, celle que je vous présente, où j'ai simplement ici mélangé les images. Et je pense que même sans critères de science particuliers, personne ne sera surpris que je dise que l'embryon ne donnera pas une agave adulte et que la reproduction des marmottes ne passera pas ensuite par une germination de graines. Tout ça pour dire qu'entre toutes ces étapes, nous voyons qu'il y a une interdépendance qui dépend directement de la nature de l'individu que nous considérons, qui dépend directement de son espèce, qui dépend directement de quelque chose qui lui est interne et qui va conditionner la validité de ce cycle. Cette information qui est interne, c'est son patrimoine génétique. Dit autrement, l'organisme se développe, se maintient et se reproduit selon un plan interne d'organisation, selon une information qu'il contient, de sa naissance à sa mort. En cela, le système vivant est un système qui est autonome. Il a une autonomie par rapport au monde extérieur parce que tout son devenir est contenu, tout son devenir potentiel est contenu dans l'information qu'il contient au départ. L'organisme vivant est donc un système autonome. Alors, je vous ai remis ici, en haut de cette diapositive, une conclusion partielle. La science observe, c'est ce que nous avons fait, elle analyse et elle aboutit à une compréhension. La compréhension, c'est cette notion d'autonomie. Je le vois, parce que si l'information génétique est modifiée, c'est l'ensemble qui est modifié. Autonomie du vivant. Et ceci est une différence fondamentale avec ce qui n'est pas vivant. Je vous ai mis à droite ici un exemple de roche. La première est un calcaire, la deuxième en est un également, mais c'est un marbre. Et entre le calcaire de gauche et le marbre de droite, il y a une transformation. Cette transformation est simplement régie par des lois de pression, de temps et de température. Soumis à une cuisson et à une pression élevée, le calcaire se transforme en marbre. Ce n'est pas une information endogène, ce n'est pas une information propre, ce sont les conditions expérimentales, les conditions environnementales qui vont conditionner le devenir de ce que nous avions initialement. À l'inverse, dans le cas du vivant, l'embryon va devenir ici un sourire sur un visage grâce à l'expression d'un génome, l'autonomie du vivant. Mais ce monde vivant a une limite, cette autonomie a une limite. En effet, le système vivant est un système organisé. L'organisation d'un système est un phénomène coûteux. Le désordre coûte moins cher que l'ordre. Et donc, développer, maintenir et permettre des processus aussi complexes que celui de la reproduction a un coût énergétique. C'est la limite de l'autonomie du vivant. L'organisme vivant va devoir puiser l'énergie dont il a besoin pour réaliser toutes ces étapes. Il va devoir puiser cette énergie dans le monde qui l'entoure. Ceci va être fait avec des modalités extrêmement différentes. Mais c'est la même problématique, que ce soit le séquoia ici, qui se bat pour prolonger ses tiges, ses organes foliaires vers la lumière pour réaliser des synthèses de molécules organiques,
que ce soit une biche qui vient manger ces mêmes productions végétales, ou que ce soit un lion qui se nourrit non pas d'une biche mais d'un zèbre ici, ou une lionne plutôt, tout cela, c'est une relation de l'organisme qui va puiser son énergie dans le milieu. Alors certains vous diront, l'organisme vivant a aussi une autre caractéristique, il se déplace. C'est quelque chose que l'on voit souvent. Oui, c'est vrai. Déplacement vertical de l'arbre, déplacement vertical pour aller à la recherche de l'énergie, déplacement horizontal et parfois vertical avec le vol des animaux pour aller rechercher de la nourriture. La locomotion n'est ici qu'une façon d'aller à la rencontre de cette énergie pour assurer les autres fonctions. L'organisme animal, l'organisme végétal, un système qui se maintient, qui se développe, qui se maintient suffisamment longtemps grâce à un apport d'énergie pour pouvoir se reproduire. Cette énergie n'est pas consommée dans l'organisme, comme cela d'une façon vague. Là aussi, l'observation, l'analyse et la compréhension nous montrent une information très importante. Cette énergie va être utilisée dans la cellule. Vous avez ici deux exemples. Une cellule animale à gauche, une cellule végétale à sa droite. À l'intérieur, toute la mécanique cellulaire, avec des parties hautement conservées, j'en citerai deux. Ici, le noyau qui contient l'information génétique, et ici une autre, les mitochondries, qui vont être le lieu où la cellule va transformer son énergie pour pouvoir l'utiliser. Dit autrement, voilà l'organisme vivant. C'est un organisme qui se développe, qui se maintient et qui se reproduit. Il se reproduit tellement bien qu'on arrive à obtenir des organismes pluricellulaires, nous en sommes des bons exemples. Voilà le lieu de la vie. Voilà le lieu de la vie avec des mécanismes, je ne vous les décrirai pas, qui sont hautement conservés. Certains sont spécifiques aux végétaux, par exemple la photosynthèse. Mais en ce qui concerne l'énergétique et la façon d'utiliser de l'énergie dans un organisme, les problématiques seront les mêmes. Tout cela pour dire, un organisme se développe, il se maintient, il se reproduit, grâce à de l'énergie prélevée dans son milieu, tout cela autour d'une unité, l'unité du vivant, la cellule. Est-ce que la cellule est une définition du vivant ? Je n'en suis pas si sûr. Si je reprends ce que nous avions avant, nous sommes partis du constat que nous faisons tous en observant le monde, qui est le constat de la biodiversité. À partir de la cellule, qu'elle soit animale ici, végétale à votre droite, nous obtenons, vous voyez, une pluralité d'organismes. Une pluralité d'organismes qui nous montre, in fine, une autre, et qui sera la dernière propriété dont je parlerai du vivant, qui est l'organisme vivant est un système qui évolue. À partir de la cellule, une unité, une cellule est une cellule, point, avec son équipement cellulaire, avec des mécanismes de fonctionnement qui sont les mêmes. À partir de cette unité, nous avons une diversité extrême. Thème et variation, unité et diversité, tout cela, c'est ce que nous nommons évolution, qui n'est d'une autre façon que de l'adaptation d'un organisme aux conditions de l'environnement qui lui donne cette énergie dont il a besoin pour pouvoir assurer les fonctions qui le caractérisent. Une autonomie, développement, maintien et reproduction, permise grâce à son plan interne d'organisation, son patrimoine génétique. Je vous remercie.